En ce vendredi 17 avril 2026, à 15h25 précise, pendant qu'une cinquantaine de dirigeants mondiaux sont réunis en visioconférence à l'Élysée pour réfléchir à comment sécuriser un détroit qu'ils n'arrivent même pas à contrôler, l'Iran annonce sa réouverture totale. Comme ça, en quelques mots, sur X. Et en moins d'une heure, les marchés financiers mondiaux explosent à la hausse. Le pétrole dégringole de plus de 10%. Et Donald Trump, depuis Las Vegas, poste un message en majuscule sur Truth Social pour se féliciter. Voilà le monde dans lequel nous vivons en 2026. Un monde où une guerre de 40 jours peut se jouer sur les réseaux sociaux autant que sur les champs de bataille. Bienvenue sur Mevohen de Crypt. Si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous maintenant. Ce genre d'analyse en temps réel, vous n'allez pas en trouver ailleurs. Pour les abonnés fidèles, activez la cloche de notification, parce que les prochains jours sur ce dossier vont être décisifs. Aujourd'hui, on décortique tout. Qui a vraiment gagné ce face-à-face? Iran, États-Unis? Pourquoi le blocus naval américain est toujours en vigueur malgré l'annonce iranienne? Que s'est-il passé à l'Élysée pendant que Trump tweetait depuis le Nevada? Et surtout, peut-on vraiment faire confiance à un régime iranien qui a déjà signé un accord nucléaire en 2015, tout en continuant à construire des installations souterraines de missiles? On va tout mettre sur la table. Chronologie, géopolitique, économie mondiale, et les vraies questions que personne ne pose, franchement. Commençons par le commencement. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent une offensive surprise contre l'Iran. Des frappes ciblées sur des sites militaires et gouvernementaux et l'élimination du guide suprême Ali Khamenei ainsi que d'autres hauts responsables iraniens. C'est une escalade brutale, après des mois de tensions montantes depuis l'échec des négociations sur le nucléaire menées à Genève en 2025. À peine quelques mois après un premier conflit aérien de 12 jours entre Israël et l'Iran en 2025. La riposte iranienne est immédiate. Frappe contre Israël et contre les bases américaines dans les pays du Golfe. Des dizaines de morts, des centaines de blessés à travers toute la région. Et surtout, Téhéran ferme le détroit d'Ormuz. Voilà le contexte. Voilà pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur ce bout de mer. Qu'est-ce que le détroit d'Ormuz exactement? Et pourquoi est-il si vital? C'est un passage maritime de quelques dizaines de kilomètres entre le golfe Persique et l'océan Indien. Il est encadré par les côtes iraniennes d'un côté et par Oman et les Émirats arabes unis de l'autre. En temps normal, selon toutes les estimations disponibles, environ 1/5 du pétrole mondial et 1/5 du gaz naturel liquéfié consommé sur la planète le traverse. 20%. Un chiffre qui donne le vertige. L'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, l'Irak, les Émirats, tous ces pays dont dépend l'économie mondiale pour ses approvisionnements énergétiques, ne peuvent exporter leurs hydrocarbures qu'en passant par là. Fermer ce détroit, c'est tenir en otage l'économie mondiale entière. Et c'est exactement ce que l'Iran a fait depuis le 28 février. Pas une fermeture totale, mais une fermeture sous contrôle. Le mécanisme est précis, presque bureaucratique dans sa brutalité. Un navire qui veut quitter le golfe Persique, qu'il parte d'Abu Dhabi, du Qatar, du Koweït, de l'Irak, peu importe, doit se signaler aux autorités maritimes des gardiens de la révolution iranien. En retour, on lui communique le montant de la taxe à payer pour le passage. Généralement en bitcoin, précisément pour ne laisser aucune trace bancaire traçable par les systèmes financiers occidentaux. Le navire passe au plus près des côtes iraniennes, fait le tour de l'île d'Abu Moussa. Et s'il transporte des marchandises iraniennes ou du pétrole de contrebande, il reste en attente dans le golfe d'Oman, jusqu'à nouvel ordre. C'est sophistiqué. C'est lucratif pour le régime. Selon les analyses disponibles, les recettes pétrolières iraniennes qui transitent par le détroit représentent plus de 43 milliards de dollars par an. En activant ce levier, Téhéran prive aussi son adversaire de la capacité de commercer librement tout en continuant à engranger des revenus pour ses propres navires, essentiellement vers la Chine. Le 8 avril 2026, un premier cessez-le-feu de 2 semaines est conclu entre Washington et Téhéran. Un soulagement immédiat pour les marchés. Les cours du pétrole chutent de 15% ce jour-là, repassant sous les $100. Le monde espère.
Mais les Iraniens continuent de restreindre et de contrôler le passage dans le détroit, malgré la trêve théoriquement en vigueur. Alors, les 11 et 12 avril, s'ouvrent à Islamabad les négociations les plus importantes entre les États-Unis et l'Iran depuis la révolution islamique de 1979. Pour la première fois depuis 45 ans, des négociateurs américains et iraniens sont assis à la même table pour discuter directement. Plus de 20 heures de pourparlers. Et l'échec, cuisant, total. Le vice-président américain J.D. Vance quitte Islamabad le dimanche 12 avril sans accord, après avoir formulé ce qu'il a lui-même qualifié d'offre finale et définitive. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, accuse de son côté le maximalisme américain, les changements de position répétés et le blocus d'avoir empêché la conclusion d'un accord qui, selon ses termes, n'était plus qu'à quelques centimètres. La réaction de Trump? Cinglante. Je me fiche de savoir s'ils reviendront ou non. S'ils ne reviennent pas, ça ira. Et dans la foulée, il annonce un blocus naval américain des ports iraniens. Le 13 avril 2026, à 10 h du matin, heure de la côte est américaine, soit 14 h GMT, le blocus entre en vigueur. Sous le commandement de l'amiral Brad Cooper au sein du commandement central américain. La règle est extrêmement claire. Tout navire en provenance ou à destination des ports iraniens sera intercepté. L'armée américaine annonce avoir empêché 6 navires de quitter les côtes iraniennes dans les premières 24 heures, puis 10 dans les 48 heures suivantes. Un expert en droit international de la mer, interrogé par les médias canadiens, parle d'une tactique légalement contestable, mais aussi d'un acte de guerre à part entière. Le coût pour l'Iran est brutal. Selon les analystes cités par plusieurs sources internationales, ce blocus prive le régime iranien de 400 millions de dollars par jour de revenus perdus. Et pourtant, les négociations n'ont jamais vraiment cessé. Les conseillers, les diplomates de second rang, les canaux officieux, tout cela a continué de fonctionner nuit et jour entre Washington et Téhéran. C'est l'un des paradoxes de cette guerre. On se bombarde, on se bloque mutuellement, on échange des déclarations guerrières sur les réseaux sociaux, et dans le même temps, on négocie en permanence. La Maison-Blanche se disait encore optimiste le 15 avril sur la possibilité d'un accord, après que l'Iran a menacé de bloquer également la circulation en mer Rouge en représailles au blocus américain. Avant de plonger dans ce qui s'est passé aujourd'hui, je veux faire une pause sur WN Decrypt. Ce canal existe pour vous donner les analyses que les médias classiques n'ont pas le temps ou le courage de faire. Si ce travail vous apporte de la valeur, abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez un commentaire. Votre engagement nous permet de continuer. Maintenant, retournons au cœur du sujet. Jeudi soir, 16 avril. Donald Trump annonce un cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël. Ce n'est pas anodin. L'Iran avait fait de cette trêve au Liban une condition préalable explicite à tout accord avec Washington. Le Hezbollah est l'un des piliers de l'influence iranienne dans la région. Arrêter les combats au Liban, c'est retirer un levier de pression iranien, mais c'est aussi donner à Téhéran la justification politique dont il a besoin pour faire des concessions visibles. Et le vendredi 17 avril, vers 15 h 25, heure française, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, publie un message sur X. Le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert à la circulation maritime pour toute la durée restante du cessez-le-feu. Fin du message. Bref, précis, imparable dans son impact diplomatique. À quelques milliers de kilomètres de là, Donald Trump, à Las Vegas, lit cette annonce. Quelques minutes plus tard, il poste sur Truth Social, en majuscules intégrales, comme à son habitude quand quelque chose le réjouit particulièrement. L'Iran vient d'annoncer que le détroit d'Iran, il écrit détroit d'Iran, manifestement peu familier de la géographie, mais passons, est entièrement ouvert et prêt à la navigation. Merci, écrit-il. Puis un second message, plus mesuré, mais infiniment plus important sur le plan stratégique. Il précise, le détroit d'Ormuz est complètement ouvert et prêt pour les affaires et le passage complet. Mais, et c'est le mot-clé, le blocus naval restera en pleine force. Et en ce qui concerne l'Iran, seulement jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit terminée à 100%.
Ce processus, dit-il, devrait se dérouler très rapidement, car la plupart des points sont déjà négociés. Voilà le vrai message. Ce n'est pas la capitulation iranienne, ce n'est pas la victoire américaine. C'est un jeu d'équilibrisme diplomatique extraordinairement fragile. L'Iran ouvre le détroit, mais garde le contrôle. Les navires passent en coordination avec les autorités iraniennes. Autrement dit, les gardiens de la révolution continuent de surveiller le trafic. Les États-Unis maintiennent plus leur blocus sur les ports iraniens. Autrement dit, les exportations iraniennes restent bloquées. Et les négociations reprennent pour trouver l'accord définitif que les deux parties n'ont pas réussi à conclure à Islamabad. C'est une désescalade tactique, pas une résolution stratégique. La différence est fondamentale. Regardons maintenant ce que cela change sur les marchés. Parce que là, la réaction a été historique dans son ampleur et dans sa rapidité. En quelques dizaines de minutes après l'annonce iranienne, le baril de Brent de la mer du Nord s'effondre de plus de 10%, retombant sous les 90 $, à 89,19 $ précisément à 15h20, heure de Paris. Le West Texas Intermediate, référence américaine, perd 12%, chutant à 83,23 $. Ce sont les plus bas depuis le 10 mars. Depuis début mars 2026, les cours avaient dépassé les 110 $ en période de tension maximale. On efface en une séance plusieurs semaines de primes de guerre. Les bourses mondiales, elles, explosent dans le sens inverse. Le CAC 40 parisien bondit de presque 2%, clôturant au-dessus des 8400 points à 8425 points. Air France KLM s'envole de plus de 7%. Logique, le kérosène représente une part massive des coûts d'exploitation d'une compagnie aérienne. Wall Street ouvre en hausse. Le Nasdaq et le S&P 500 s'adjugent respectivement 1% et 0,7% dans la continuité d'une séance record la veille. Kathleen Brooks, analyste chez XTB, résume parfaitement l'ambiance. C'est la bonne nouvelle de ce vendredi, et c'est une première depuis le début du conflit. La chute du pétrole soulève immédiatement une autre question. Les Français vont-ils voir le prix du carburant baisser à la pompe? La réponse honnête, c'est pas tout de suite. Comme le rappelle Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management, même si le détroit d'Ormuz venait à rouvrir complètement, il faudrait plusieurs mois avant que la situation ne revienne à la normale. Les chaînes logistiques, les contrats d'approvisionnement, les réserves stratégiques, tout cela prend du temps à se recalibrer. Mais il y a une autre dimension que les médias grand public ont largement sous-traitée. Mercredi 15 avril, soit 2 jours avant cette annonce, 3 méthaniers iraniens, le Deep Sea, le Sonia Proem et le Diona, avaient déjà franchi le détroit d'Ormuz en transportant 5 millions de barils de brut. 3 navires Mahafoton frappés par les sanctions américaines. Ils provenaient de l'île de Karg, le terminal pétrolier principal de l'Iran, par lequel s'effectuent 90% des exportations de pétrole iranien selon les estimations de JP Morgan. Ces navires avaient en quelque sorte testé la solidité du blocus américain. Et ils étaient Ilias passés. Ce qui indique que le blocus américain n'est pas étanche sur les navires déjà en mer, seulement sur ceux qui tentent d'entrer ou de sortir des ports iraniens. Pendant que tout cela se joue, que se passe-t-il à Paris? Ce même vendredi 17 avril, depuis 14 heures à l'Élysée, une conférence extraordinaire réunit ce que les diplomates appellent les non-belligérants. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer co-présidaient une réunion en visioconférence avec une cinquantaine de pays et organisations internationales, dont plus d'une trentaine représentées au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Également présents physiquement à Paris, le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni. L'objectif affiché est clair, créer une coalition multilatérale et purement défensive pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz une fois que le cessez-le-feu sera consolidé. Les participants européens, mais aussi des pays du Golfe, des pays asiatiques, des pays latino-américains. La France et le Royaume-Uni annoncent avoir déjà entamé des travaux de planification militaire avec les pays volontaires. L'Élysée résume la position française avec cette formule. La liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz
constitue une priorité immédiate, notamment au regard des conséquences économiques mondiales. Ce que cette coalition prévoit concrètement, des navires de déminage pour retirer les mines que les Iraniens ont posées dans le détroit. Trump lui-même a affirmé que l'Iran retirait ou était en train de retirer toutes ses mines marines avec l'appui des États-Unis. Des escortes militaires pour les navires commerciaux, des moyens de renseignement partagés. Ce qui est frappant, c'est que les États-Unis ne sont pas invités. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix politique délibéré. L'Élysée est explicite là-dessus. Nous le ferons certainement en bonne intelligence avec les Américains. Mais nous n'entrerons pas dans une coalition avec les Américains, tout simplement parce que nous ne sommes pas partis au conflit. Il y a cependant une divergence interne à la coalition. Le chancelier allemand Friedrich Merz a indiqué vouloir discuter à Paris de la participation des forces armées américaines, estimant qu'il existe de bons arguments en ce sens. Et c'est là que c'est fascinant diplomatiquement. Macron essaie de construire ce que l'Élysée appelle lui-même une troisième voie. Des dirigeants qui cherchent à exister dans ce conflit dans lequel ils n'ont jusqu'ici pas eu leur mot à dire. C'est une posture politique ambitieuse, peut-être trop ambitieuse, parce que si les États-Unis maintiennent leur blocus, cette coalition ne peut pas déployer ses forces. Les conditions ne sont tout simplement pas réunies pour garantir la sécurité d'une mission internationale dans une zone de guerre active. Et puis il y a Donald Trump, qui de son côté multiplie les critiques à l'égard de ses alliés européens et asiatiques qui refusent de participer aux efforts militaires américains. L'OTAN, elle, ne participe à rien directement, mais a publié un communiqué saluant les efforts des alliés pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Ce qui, dans le langage diplomatique de l'Alliance Atlantique, signifie à peu près « bonne chance, on regarde ». Il faut maintenant avoir la lucidité de se poser la vraie question. Peut-on faire confiance à l'Iran pour honorer ses engagements? La réponse courte, c'est « l'histoire ne plaide pas en faveur d'un optimisme naïf ». L'accord nucléaire de 2015, le fameux JCPOA, avait été signé par le régime iranien et l'ensemble des partenaires occidentaux, ainsi que la Russie. Tout le monde avait applaudi. Et dans le même temps, comme cela a été révélé dans les années suivantes, le régime avait continué à construire des cités souterraines de missiles, à développer d'autres sites dont l'existence n'avait pas été déclarée. La signature d'un accord n'a jamais signifié, pour la République islamique, l'abandon de ses ambitions stratégiques. Les analystes qui suivent de près le régime iranien sont nombreux à rappeler que la nature profonde de cet État n'a pas fondamentalement changé. Ce n'est pas une démocratisation en cours, ce n'est pas une réorientation stratégique, c'est un régime sous pression maximale, militaire, économique, diplomatique, qui cède sur des points tactiques pour survivre tout en préservant ses ambitions à long terme. La différence aujourd'hui, c'est que l'Iran a perdu son guide suprême Khamenei dans les frappes du 28 février. Le régime est décapité, affaibli comme jamais depuis 1979, ce qui crée des opportunités, mais aussi des zones d'instabilité profonde et imprévisible. Alors que se passe-t-il maintenant? Quels sont les scénarios? Le plus optimiste, les négociations reprennent rapidement. Trump lui-même affirme que la plupart des points sont déjà négociés. Un accord est conclu, le blocus américain est levé, le détroit reprend une activité normale, les prix du pétrole se normalisent définitivement, et la crise de 2026 entre dans les livres d'histoire comme un épisode géopolitique majeur mais résolu. Selon les informations disponibles, les discussions pourraient reprendre au Pakistan, où tout avait commencé. Islamabad reste le lieu le plus probable pour parapher un document dans les prochaines semaines. Le scénario intermédiaire? La trêve tient, les négociations avancent lentement, le blocus est partiellement assoupli au fil des concessions mutuelles et le détroit reste officiellement ouvert, mais sous surveillance constante pendant plusieurs mois. C'est le scénario le plus probable selon la plupart des analystes. Le scénario pessimiste. Les négociations échouent côte à nouveau, l'Iran referme le détroit à l'expiration du cessez-le-feu, qui selon les différentes lectures possibles, pourrait prendre fin le 22 avril, soit en référence au cessez-le-feu américano-iranien, soit s'étendre sur 10 jours supplémentaires avec la trêve Liban-Israël. Dans ce cas, retour à la case départ.
le monde replonge dans la crise. La vraie incertitude, celle que personne ne maîtrise vraiment, c'est la question du nucléaire iranien. C'est là que tout se joue. Axios avait rapporté que les États-Unis envisageaient de dégeler 20 milliards de dollars de fonds iraniens en échange des stocks d'uranium enrichi détenus par l'Iran. Trump lui-même a démenti qu'aucune somme ne serait échangée. La vérité, c'est probablement quelque part entre les deux. Ce qu'on sait, c'est que la question nucléaire reste le point de blocage principal. Les États-Unis exigent que l'Iran abandonne ses ambitions nucléaires. L'Iran, affaibli mais pas encore prêt à une capitulation totale sur ce point, cherche à préserver un minimum de capacité de dissuasion. Ce dossier est loin d'être réglé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une étape importante qui a des répercussions économiques mondiales immédiates et considérables, mais pas une conclusion. Et dans tout ça, l'Europe, la conférence de l'Élysée, aussi symboliquement forte soit-elle, reste dépendante de ce que décident Washington et Téhéran. La coalition des non-belligérants ne peut s'activer que quand les belligérants auront accepté de poser les armes. C'est à la fois la force et la limite de la troisième voie que cherche à incarner Macron. Une force parce qu'elle préserve l'indépendance européenne et envoie un signal politique fort d'autonomie stratégique. Une limite parce que les décisions réelles, elles, continuent de se prendre entre Washington et Téhéran, avec ou sans Paris. Ce que cette journée du 17 avril 2026 nous enseigne, c'est que le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie maritime. C'est le baromètre le plus sensible de l'état du monde. Quand il s'ouvre, le pétrole chute, les bourses montent, Air France s'envole et les présidents postent en majuscules sur les réseaux sociaux. Quand il se ferme, l'économie mondiale tremble. Et nous, on continuera de décrypter tout ça pour vous, parce que les prochaines semaines vont être cruciales. Les négociations reprennent, le cessez-le-feu expire bientôt, le blocus américain est maintenu. Et derrière tout ça, la question nucléaire iranienne reste entière. Si vous êtes allés jusqu'ici, c'est que ce sujet vous passionne autant qu'il nous passionne. Abonnez-vous à Vaurienne de Crypte, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment au Moyen-Orient. On se retrouve très bientôt pour la suite, parce qu'il y aura une suite, c'est garanti. Merci d'avoir regardé.